Je présente Marie-Luce Demonnet, coordinatrice du cluster 5B et professeure émérite en littérature française et ancienne au Centre d'études supérieures de la Renaissance, et Stéphane Lecouture, aussi coordinateur du cluster 5B et ingénieur de recherche en sources anciennes à CSR. Donc, voilà. Marie-Luce Demonnet et puis moi-même travaillons avec Emmanuel Curie sur ce cluster 5B qui consiste essentiellement en l'élaboration d'un laboratoire d'analyse et d'annotation de sources anciennes avec comme objectif, on va dire, prioritaire d'essayer de trouver un schéma en XML-TEI commun pour l'ensemble des textes et des disciplines qui vont être amenées à travailler sur ce laboratoire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par laboratoire d'analyse de sources anciennes? Déjà, c'est essayer de créer un laboratoire d'analyse de texte comme étant un espace d'expérimentation pour la recherche par la recherche. Il s'agit en quelque sorte d'un observatoire, c'est-à-dire que l'on met à la disposition des chercheurs un espace web collaboratif d'études qui permet à ces chercheurs de travailler ensemble sur un corpus de sources textuelles commun. Les chercheurs pourront, dans cet espace web, être amenés à modifier et à enrichir progressivement leur corpus de données et documentaires, notamment par des expérimentations en effectuant différentes sortes de textes. Le laboratoire est donc amené à traiter une matière et des données en cours d'élaboration, donc on parle de work in progress. Donc, il s'agit d'un laboratoire non figé, alimenté et enrichi continuellement au fur et à mesure des avancées de la recherche et de l'évolution de la connaissance, puisque, par définition, le travail que l'on fait n'est jamais totalement abouti. Les recherches d'autres personnes vont en permanence continuer à enrichir ce travail. Ce laboratoire consiste donc à mettre en place une instrumentation numérique des hypothèses sur les données et les documents. Il s'agit d'expérimentation collective, généralement au sein d'un programme de recherche, sous la forme de manipulation des données. Alors, qu'est-ce qu'on entend exactement par cela? C'est-à-dire adapter et développer un outillage exploratoire qui consiste à mettre en place des tests d'affichage, des moyens de circuler, de naviguer de différentes manières dans les textes et de proposer différentes fonctionnalités, par exemple l'usage d'outils, de tableaux, de graphes, etc. On peut choisir plusieurs types de diffusion des résultats ou des données présentées dans ce laboratoire, soit une diffusion restreinte qui serait réservée aux humanistes du programme de recherche, donc aux chercheurs eux-mêmes et aux personnes techniques amenées à travailler sur ce laboratoire, ou une diffusion plus large avec une ouverture publique. Sachant que l'un n'exclut pas l'autre, on peut d'abord avoir une diffusion restreinte, puis décider à un moment donné d'ouvrir plus largement le laboratoire à d'autres chercheurs en dehors du programme de recherche. Alors, l'un des enjeux essentiels et certainement les plus compliqués à mettre en place dans le cadre de ce projet, c'est de concevoir un schéma en XML-TEI commun pour arriver à décrire nos sources, quelles que soient nos différentes disciplines. Et en cela, on va essayer de s'appuyer sur des expériences déjà mises en place dans différents laboratoires. Donc, par exemple, à Caen, il y a une collaboration depuis plus d'une dizaine d'années entre le pôle document numérique de la MRSH et le CRAM en particulier. Il y a également des équipes de recherche à Tours, au CESR, dont Marie-Luce Demonnet va vous parler tout à l'heure. Et puis d'autres expériences au Centre Jean Mabillon, à l'École des Chartes et Institut Recherche d'Histoire des Textes à Paris, ou au SIAM et à l'ISOMA à Lyon. Et l'idée, c'est de parvenir à concevoir ce sont des laboratoires qui ont déjà travaillé sur la conception et le développement de laboratoires de texte, et ça va être de se servir de l'expérience de ces différentes institutions pour essayer de définir un laboratoire d'analyse de sources anciennes basé sur un modèle commun.
On va aussi s'appuyer sur les travaux du groupe de travail Cahier, en particulier sur la définition de la typologie des sources. Et puis, on va aussi voir les interactions possibles avec ce que fait le cluster 5A avec ce que vient de vous présenter Michel auparavant. Alors, on va essayer de vous présenter les deux, à travers deux cas des laboratoires de texte déjà réalisés au sein du pôle document numérique de la MRSH de Caen. Et puis Marius fera la même chose pour le CESR juste après. Alors, le pôle document numérique, c'est un pôle pluridisciplinaire et une plateforme technique qui appartient à la Maison de la recherche et des sciences humaines de l'Université de Caen. C'est un pôle assez jeune puisqu'il a été créé en 2009. Et depuis 2009, un certain nombre de projets ont déjà été créés. Alors, il y en a qui sont terminés, il y en a qui sont en cours de développement. Et on peut aujourd'hui compter environ, enfin plus d'une soixantaine de projets d'érudition et d'humanité numérique pluridisciplinaires en sciences humaines et sociales qui sont développés en partenariat avec le pôle document numérique. Ce sont des partenariats dans différents domaines de la recherche, histoire, archéologie, lettres classiques, lettres modernes, lettres médiévales, philosophie, géographie, etc. Là, sur cette diapositive, vous voyez quelques exemples de ces réalisations et je vais développer, m'attarder sur deux d'entre eux juste après. En parallèle de ces projets, en fait, ces projets ont nécessité différents développements par l'équipe du pôle document numérique autour d'un logiciel d'édition XML qui est XMLmine. Ce logiciel d'édition a été associé à un certain nombre d'environnements de travail en fonction des différents projets. Par exemple, si on regarde dans ce domaine de la recherche, en XML TEI, un certain nombre d'environnements de travail ont été créés lorsqu'on travaille sur des inventaires anciens, comme par exemple dans le cadre du projet TKE, sur des sources diplomatiques, par exemple sur le projet iCartae, sur des compilations médiévales, comme par exemple sur les travaux de l'équipe travaillant sur les poissons dans le cadre du projet ECTIA, etc., etc. Dans le domaine du patrimoine, on est cette fois-ci avec des modèles XML avec des environnements en XML EAD en fonction des différents lieux de conservation, qu'il s'agisse de bibliothèques travaillant sur des ouvrages manuscrits ou imprimés, des archives ou des musées qui travaillent sur des collections d'objets. L'équipe du pôle document numérique a également développé un certain nombre d'outils, par exemple pour favoriser le travail collaboratif des programmes de recherche, tel que l'outil Pluco, qui permet aux chercheurs d'enrichir en fait leur édition numérique en utilisant un certain nombre de thésauriers, de bases de données de référence pour identifier des personnes, des lieux, des œuvres, des auteurs, ce genre d'informations. Et puis, pour la restitution, l'affichage des résultats, dans le cadre de l'EAD, au départ, c'est Pléiade qui a été utilisé. Et finalement, le pôle document numérique et l'Université de Caen, en association avec d'autres laboratoires de l'université, ont développé Max, qui permet de restituer ces affichages avec en entrée du XML et permettent d'afficher des images en IIIF. Si je prends par exemple l'exemple de la bibliothèque virtuelle du Mont-Saint-Michel, qui était le moteur d'affichage qui était Pléiade jusqu'à l'été 2021, est désormais assuré par Max, et donc les notices des manuscrits et des imprimés de la bibliothèque virtuelle du Mont-Saint-Michel sont désormais accompagnés d'images affichables en IIIF.
Alors, si on résume un petit peu les productions numériques du pôle, on s'aperçoit qu'il y a en fait 3 types de productions numériques qui correspondent à 3 objectifs du travail de l'érudit et de l'humaniste en contexte numérique. D'abord, les laboratoires de texte, ensuite les éditions de texte et enfin les bibliothèques virtuelles. Dans le cadre du cluster 5B, nous, on va surtout s'intéresser aux laboratoires de texte et on s'aperçoit qu'on a énormément de solutions différentes qui ont été développées en fonction des types de sources sur lesquelles les chercheurs travaillent. L'idée, ça serait d'essayer d'arriver à créer un laboratoire d'analyse de sources anciennes qui permette de mutualiser ce qui est possible de l'être. Tout ne le sera peut-être pas, mais en tout cas, plutôt que de raisonner sur ce qui est différent d'un laboratoire de texte à l'autre, l'idée, c'est d'essayer de raisonner sur ce qui est commun et d'arriver à donner un environnement de travail suffisamment satisfaisant pour le chercheur pour travailler sur ces sources, mais vraiment dans un contexte d'analyse. On ne va pas y chercher à atteindre un niveau de présentation aussi rigoureux, normalisé que dans une édition papier ou même dans certaines éditions numériques. L'idée, c'est de trouver quelque chose de commun à l'ensemble des domaines de la recherche qui soit satisfaisant pour tous. Donc, voilà, je vais essayer de présenter là maintenant 2 projets qui sont des laboratoires de texte qui ont été développés par le pôle document numérique en collaboration avec le CRAM. D'abord le projet Nord-Écrit, dirigé par Grégory Gombalbert et Laurence Jean-Marie dans le cadre d'un projet régional RIN, et puis le projet ICTIA, dirigé par Thierry Buquier et Brigitte Gauvin, également en partenariat avec le CRAM. Donc là, voici une copie d'écran du laboratoire Nord-Écrit, donc laboratoire de texte. On s'aperçoit qu'il y a 3 groupes de textes différents dans ce projet, dans ce laboratoire de texte. D'abord des textes, on va dire, normatifs et liés à la vie économique, dans un milieu laïque. Ce sont les coutumes de ville et de port, donc c'est ce qu'on va trouver dans notre première colonne. Dans notre deuxième colonne, on va avoir un deuxième type de texte qui est plus sur l'administration ecclésiastique par l'écrit. Et on a un troisième volet qui est plus autour des archives et des bibliothèques, avec notamment un laboratoire de texte autour des sources liturgiques, des sources historiques, des sources hagiographiques, etc., etc. Donc on a des choses qui touchent à la fois le monde laïque, le monde ecclésiastique, le monde monastique, et des textes assez variés dans leur façon d'être présentés. Donc l'un des enjeux sur ce projet pour l'équipe du pôle, ça a été d'essayer de trouver une description en XML/TEI qui convienne le plus possible à ces différents types de textes. Et on s'est rendu compte que cela posait quand même un certain nombre de difficultés. Dans le deuxième projet, donc ça c'est le projet ICTIA, c'est un projet qui tourne autour de la description des poissons et des animaux marins. Donc là on a par exemple une notice d'un animal. Dans le cadre de ce laboratoire, un outil a été développé pour représenter les données d'une certaine manière. Donc là, c'est décrit en dessous, par exemple, sur le nom du poisson. Celui qui est étudié, qui fait l'objet de la notice, apparaît en jaune. Et ensuite, on a un certain nombre de relations qui sont mises en évidence et symbolisées par les liens différents pour exprimer les différentes variantes graphiques possibles du nom du poisson, les différentes traductions qui ont pu être proposées par les auteurs du corpus étudié, et puis également les liens éventuels d'une notice à l'autre. Donc c'est le genre d'outil qui peut avoir un intérêt dans un laboratoire d'analyse pour permettre aux chercheurs de questionner son corpus et continuer à l'enrichir scientifiquement. Alors,
si on résume un petit peu tout ça, un laboratoire de texte peut soit rester un laboratoire de texte toute sa vie, c'est par exemple le cas actuel de Nord-Écrit, c'est-à-dire que le projet était financé de 2019 à 2021 et dans son état actuel, le projet Nord-Écrit va être mis en ligne très prochainement et présentera les données en cours d'enrichissement et sans aller jusqu'à l'édition numérique. Un laboratoire de texte peut devenir aussi une édition matérielle de texte. Alors, par exemple, certains textes du projet Nord-Écrit, plus tard, seront peut-être amenés à être publiés. Et donc, c'est dans le futur. Ça peut aussi être une édition qui ne passe pas nécessairement... Enfin, une édition ne passe pas nécessairement par un laboratoire de texte. Par exemple, on a plusieurs projets qui ont été faits entre le CRAM et le pôle document numérique, comme les chroniques latines du Mont-Saint-Michel, le roman du Mont-Saint-Michel, la chronique de Geoffroy Malaterra, etc., qui sont des projets pour lesquels on est passé de la transcription à l'enrichissement scientifique par des annotations et à la publication, sans forcément passer par l'intermédiaire d'un laboratoire. Et puis, on a aussi le cas où le laboratoire de texte est aussi, un laboratoire de texte et une édition de texte peuvent coexister au sein d'un même programme de recherche. Et là, on a donné plusieurs exemples. Par exemple, le projet Icartae, qui est un projet d'édition de chartes, qui a son propre laboratoire. Je vais montrer l'exemple du projet ICTIA, qui a fait aussi l'objet d'une publication de l'un des livres de l'Hortus Salutatis, celui qui concerne les poissons. Et puis, on a aussi l'exemple de TKE Lab, qui est le laboratoire associé à TKS. C'est un projet d'édition des catalogues et des inventaires de bibliothèques anciennes. Je vais maintenant passer la parole à Marie-Luce Demonnet, qui va vous présenter à la fois les laboratoires de texte développés au CESR à Tours et qui va aborder la question de la typologie des sources qu'on a évoquée plusieurs fois dans les autres clusters et qui est vraiment une question centrale a priori dans les différents clusters du projet Bibissima+. Ma première partie de présentation, ce qui devait concerner l'ensemble des travaux des bibliothèques virtuelles humanistes au sein du CESR, donc va être un peu écourtée et j'irai plus rapidement présenter ce qui concerne la typologie textuelle parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus nouveau pour certains d'entre vous qui étaient comme les BVH, comme le CESR déjà dans le premier Bibissima. Et cette présentation en fait des travaux en cours, vous pouvez la retrouver sur le blog des BVH parce que nous l'avons déjà évoqué à l'Assemblée générale des bibliothèques virtuelles humanistes à la fin de l'année 2021. Marie-Luce, pardonne-moi oui, de t'interrompre. En fait, oui. François va créer un nouveau lien pour la discussion à partir de 18 h. Ah, donc, il le mettra dans le chat, ce qui fait que tu peux parler jusqu'à 18 h sans problème. Bon, voilà, j'ai mis le lien dans le chat. Oui, voilà, il me disait qu'il restait vraiment plus grand-chose. Ah oui, oui, non, c'était pas possible. Donc, ne t'inquiète pas, tu as peut-être pas une demi-heure, mais tu as au moins 20 minutes. Bon, voilà. Donc, l'historique est rappelé très, très rapidement. Ce qui est important, c'est de comprendre que nous avons des bases de données images et des bases de données texte et des bases aussi iconographiques avec différentes sous-bases et que les bibliothèques virtuelles actuellement sont en pleine refonte de toutes ces bases différentes de façon à ce qu'elles soient interopérables. Elles le sont en grande partie, mais il faut absolument revoir la cohérence de l'ensemble. Donc, les facsimilés, ce sont les images, épistémons, ce sont les textes qui sont encodés en TEI, mais il y a l'idée de passer en TEI aussi pour les métadonnées des images, donc des facsimilés. Les bibliothèques virtuelles ont ceci aussi de particulier, c'est que dans la base épistémon, nous avons un certain nombre de textes qui sont en affichage texte-image. C'est quelque chose que je voulais
promouvoir il y a déjà un certain nombre d'années et qui me paraît toujours intéressant comme mode d'affichage. Il ne s'agit pas d'un lien entre le texte et l'image, mais il s'agit véritablement de l'image encapsulée dans un même fichier TEI, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, l'historique, vous l'avez ici rapidement. Je passe aussi rapidement sur les débuts, 2001-2002 jusqu'à maintenant, avec les éditions en épistémon qui arrivent en cours de route et que j'avais déjà préparées lorsque j'étais à l'université de Poitiers. Alors, vous voyez la complexité, je ne détaille pas ce tableau qui est dû à Sandrine Breuil et à Sarah Ferjani qui s'activent avec d'autres collègues du CESR et de la MSH Val-de-Loire à mettre de l'ordre dans tout cela et de la cohérence de façon à ce que nos propres bases soient vraiment interopérables et surtout actualisées, mises à jour comme cela devrait l'être. Donc, voici aussi les différents outils qui sont utilisés par les différentes bases. Donc, il y a tous ces éléments de refonte qui sont en cours et notamment la reconnexion des différentes bases de données BVH parce qu'il y en a certaines qui fonctionnent très mal ou même plus du tout. Alors, il y a donc tout un projet qui a commencé en 2021, qui continue bien sûr cette année. Et puis là, on espère que dans les années suivantes, les chaînes de production vont être mises en place après un assez grand nettoyage de tout ce qui est doublon ou incompatibilité. Alors, la partie épistémon, c'est donc la partie des BVH qui concerne l'édition en ligne que nous avons voulu dès le départ partageable et réutilisable. Et c'est pour cela que les standards qui ont été adoptés ont été d'abord un HTML brut extrêmement basique. Et puis ensuite, une fois qu'on a réussi à maîtriser le standard XML TEI et élaborer un manuel d'encodage TEI Renaissance, nous avons continué à éditer en ligne un certain nombre de textes. Maintenant, il y en a plus de 150 qui sont téléchargeables, qui sont affichés en HTML, téléchargeables en XML TEI et en PDF. Mais bien sûr, il faut améliorer un certain nombre de ces données et de ces publications. Donc, les métadonnées et en particulier la question des genres, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, améliorer les possibilités de fouille de données et de traitement automatique des langues. Donc, ce sont des textes qui majoritairement sont en français du XVIe siècle avec les graphies originales, ce qui était aussi ma volonté, mais avec tous les problèmes que pose la gestion de l'hétérographie lorsque l'on veut construire des bases qui soient justement cherchables. Nous étudions dans ces corpus des configurations sémantiques à l'intérieur d'une période donnée, c'est-à-dire la Renaissance au sens large, donc fin du Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle. Nous effectuons des recherches aussi de doctorialité, notamment sur l'attribution des textes anonymes ou posthumes, grâce à des outils de textométrie, de stylométrie comme TXM. Le programme s'intéresse aussi bien sûr à l'histoire de l'imprimerie et au traitement du matériel typographique. Donc ça, c'est tout le travail de Rémi Jiménez en particulier. Et notre objectif, un de nos objectifs, c'est de fournir des données qui soient non seulement transcrites, mais annotées et alignées pour pouvoir effectuer des recherches sur la reconnaissance des caractères anciens. On a déjà fourni à des équipes qui travaillent sur cette reconnaissance automatique des transcriptions qui peuvent être utilisées pour entraîner des logiciels. Alors, les étapes de la constitution de la base épistémon, donc à partir de 2007-2008, donc c'est là que la TEI Renaissance est mise en place et on a publié d'abord le tiers-livre, etc. Et nous avons continué à travailler à partir du moteur XTF de l'Université de Berkeley, qui a un indexeur Lucene très puissant qui permet effectivement de fouiller aussi dans tous les formats et notamment dans les PDF et qui permet l'affichage texte-image.
Depuis ces dernières années, donc, nous préparons cette nouvelle architecture de l'ensemble des sites BVH et les différents sites qui ont été développés à l'occasion de projets qui ont été financés par différentes sources de financement, Bibissima, certes, Renon pour Rabelais, Montaigne et l'ANR, etc. Donc, ce sont des projets qui ont chacun à la fois leur autonomie et leur relation avec l'ensemble des BVH, mais il faut coordonner, articuler tout cela. Je vais pas, vous regarderez parce que c'est assez bien décrit justement sur le blog et sur le manuel d'encodage TEI Renaissance, il y a tous les principes d'établissement du texte. Et comme nous avons organisé des formations TEI initiation et aussi TEI avancée, donc ces formations ont repris l'année dernière et elles vont avoir lieu là très bientôt. Vous avez tous ces principes et qui ont été améliorés tout de même, et notamment grâce au script de régularisation des scripts XSLT et à les possibilités que cet outil permet justement pour la régularisation de l'hétérographie. Donc, ce sont des éditions qui ne sont pas de simple transcription puisque nous corrigeons les coquilles, nous intégrons les variantes significatives, comme on dit, et parfois même les variantes qui apparaissent comme ne l'étant pas. Le balisage des citations et des passages en langue étrangère est aussi effectué, ce qui constitue le premier niveau de l'édition critique. Donc, un exemple à partir de l'exemplaire de Bordeaux, qui est un texte à la fois imprimé et manuscrit, et avec des parties rognées absentes, reconstituées à partir de l'édition postérieure. Donc, l'encodage que nous pratiquons est un encodage pivot qui permet l'affichage optionnel en HTML des corrections et des interventions éditoriales et de distinguer ce qui est de l'ordre de l'apparatus, les variantes en marge droite et des corrections au survol de la souris, avec une dissimulation automatique des IJ et UV quand les transcriptions justement ne les ont pas faites au départ ou quand ce sont des prestataires qui ont livré les transcriptions. Et puis, bien sûr, on indique la source de la correction. Donc, je passe vraiment rapidement là-dessus. Donc, nous continuons tous ces travaux-là. Nous avons encore un grand nombre d'éditions numériques à mettre en ligne parce qu'elles ne sont pas encore relues, elles ne sont pas encore encodées. Alors, ces textes doivent être préparés pour le traitement par des logiciels de traitement automatique du langage, du français, donc Hyperbase, Philologique et maintenant surtout TXM. Et il faut absolument pratiquer et appliquer ces scripts de régularisation parce que justement, le travail sur les corpus linguistiques se fait à partir de la version régularisée. Alors, le thésaurus dont je voudrais parler pendant quelques minutes est celui qui pourrait intéresser d'autres membres de Bibissima+, dans la mesure où c'est un thésaurus qui n'est pas encore appliqué au texte d'Épistémon et pas encore, bien sûr, à la base des facsimilés, mais qui va pouvoir l'être justement quand la refonte elle-même sera réalisée. Alors, le thésaurus cahier vient de ce consortium cahier, qui est un des consortiums de la TGIR Humanum, et qui utilise, comme Michel Brunel l'a dit tout à l'heure pour Epivoc, utilise OpenThéso. Donc, ce gestionnaire de thésaurus, développé par Miled Rousset à la MOM, et le thésaurus a été développé dans ce cadre-là, dans ce cadre de ce consortium, nos corpus d'auteurs pour les humanités, informatisation, édition, recherche. Alors, en principe, le consortium est terminé depuis la fin 2021, mais il y a en préparation un autre consortium d'une nature un peu différente qui continuerait ce groupe de travail spécifique. Donc, et c'est important de comprendre que ce thésaurus concerne tous les textes, tout type de texte, toutes les époques et toutes les ères culturelles. Donc, ce n'est pas limité ni à l'Antiquité, ni au Moyen-Âge, ni même à la Renaissance, puisqu'on participait à ces groupes de travail des modernistes, des linguistes travaillant sur différentes périodes.
Alors, l'objectif, c'était de développer une ontologie des genres textuels en constatant une très, très grande, voire une totale anarchie de la description des textes, qui soient en mode image d'ailleurs ou en mode texte, pour déterminer les genres, les domaines, et on a comparé avec le Frontext notamment, avec Data BNF, et cet outil OpenTeso nous permet effectivement de constituer une arborescence de genre, et chaque élément de cette arborescence s'appelle concept. Donc ça, il faut s'y habituer. Et chaque concept, bon, par exemple, concept de roman, correspond à un identifiant stable, un identifiant handle, qui, pour nous, pour cette ontologie, est distribué par Humanum. Alors, ça se présente comme ça, donc vous pouvez accéder bien sûr à OpenTeso cahier, hein, c'est le numéro 43, à partir d'Humanum. Et les hypergenres sont déclinés en 9 groupes, à l'intérieur desquels il y a d'autres niveaux de génériques qui vont jusqu'à 3 niveaux au maximum. On a résisté à la tentation de trop préciser les genres, parce qu'au-delà d'une certaine précision de définition, le résultat n'est en fait pas très intéressant. Il y a des groupes, des hypergenres qui peuvent vous étonner. On a rentré la notion de non-fiction, par exemple. Donc, ce sont des points qu'on a longuement discutés, puisqu'on a commencé à travailler sur ce thésaurus depuis 2015. Alors, actuellement, il y a 365 concepts, donc qui sont répartis selon cette hiérarchie, et j'ai montré là pour le concept d'épigramme l'identifiant handle, hein, qui est entouré, et vous voyez aussi, non, vous ne voyez pas, si vous voyez dans la note qu'il y a une définition, bref poème, contenant une pointe, etc. Mais comme moi, j'ai l'image qui me cache la suite, je sais même plus, je ne vois pas la suite de la définition. Si vous voulez justement essayer de voir comment ça fonctionne, le mieux, c'est bien sûr d'aller sur OpenTeso. Vous pouvez y avoir accès sans modifier. Et vous pouvez surtout télécharger un guide de bonne pratique que l'on a publié en décembre dernier sur HAL, qui rappelle l'historique et les principes du thésaurus, la prise en main d'OpenTeso, le classement et pourquoi ce classement et la hiérarchie des concepts, et deux exemples, des exemples d'intégration des identifiants handle dans un document XML TEI ici pour les documents en TEI, mais il y a un certain nombre de collègues qui ne travaillent pas en TEI, mais qui travaillent avec Omeka. Et donc, on a aussi donné des exemples avec Dublin Core. Donc, la publication sur HAL, donc vous pourrez aller la voir. Donc, on a donné les deux exemples, là, comme vous pouvez le voir, avec la hiérarchie dans le TEI header d'un côté et à droite, enfin à ma droite en tout cas, dans le cas d'un texte qui est décrit en Dublin Core. Alors, c'est ma dernière diapositive. Les questions qui se posent, c'est effectivement, est-ce que ce type de thésaurus peut convenir à l'ensemble ou à certains des membres et des partenaires de Biblissima Plus. Donc, nous avons fait des tests, et notamment avec Marie-Agnès Lucas Hanel. En mai dernier, nous avons pu voir que nous ne pouvions pas tout faire à partir de ce qu'elle demandait, mais les questions étaient vraiment très intéressantes parce que la question qu'on peut poser, c'est peut-on mettre un genre pour les divs et pas seulement pour dans les headers de TEI. Donc on a fait cette expérience pour Malaterra. On a discuté donc effectivement ces jours derniers avec Michel Brunet parce qu'on s'est aperçu qu'on avait quelques concepts qui étaient communs, mais de son côté, il travaille avec des identifiants ARC qui viennent de la BNF, alors que nous travaillons avec des identifiants handle. Alors en principe, on peut aligner tout cela. Donc, par exemple, pour le mot contrat, il est présent dans nos deux thésaurus, alors qu'on a travaillé complètement séparément, et
La différence, donc on a la même définition parce que nous l'avons empruntée toutes les deux au TLFI, donc effectivement, on trouve à peu près la même chose. Mais les deux identifiants sont différents, bien sûr. Il y a un arc et un handle. Et puis surtout, pour le contrat, c'est au même niveau, mais pour le concept graffiti, par exemple, qui est présent aussi dans les deux thésaurus, il est dans le cahier associé à inscription. C'est-à-dire qu'il faut remonter à inscription. Et évidemment, inscription n'est pas définie dans le thésaurus de Michel parce que c'est la base même de la recherche. Nous avons aussi comparé avec le vocabulaire de Joconde. On a par exemple le concept emblème, Joconde aussi, mais Joconde ne fournit pas de définition alors que nous avons tenté de le faire. Alors, il y a beaucoup de questions qu'on peut poser et pour essayer d'articuler cette proposition de thésaurus partageable. C'est l'alignement dans le protocole 3IF, parce que j'ai vu que c'était des identifiants ARC. Donc, est-ce qu'on peut mettre, et ça je pose la question à Régis Robineau et à toute l'équipe, est-ce qu'on peut mettre aussi des identifiants handle, à les ajouter? Est-ce que, donc bien sûr, nous, pour chaque concept, on peut demander un identifiant ARC, on peut recommencer, mais ces questions d'alignement me chiffonne un peu. Je ne sais pas trop comment les résoudre sans que cela demande un travail trop considérable de recopiage et plus la procédure sera automatique et mieux cela sera. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant aussi d'avoir une logique inversée pour des gens qui auraient déjà des textes balisés en TUI dans une logique de standardisation? Ce que je veux dire par là, c'est imaginons que quelqu'un ait fait l'effort de baliser un texte en TI, on sait l'effort que ça demande, et en gros, quand on a balisé en TI, en fait, on sait déjà à peu près de quel genre, de quel type est notre texte. Ceci dit, il manque l'étape standardisation pour justement rentrer dans une typologie, on va dire, contrôlée. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'avoir un type de développement qui se base sur les types de balises TI utilisées pour notre texte, pour fournir, pourquoi pas, une suggestion de typologie qui serait conforme à la typologie cahier, à un vocabulaire contrôlé tel qu'utilisé dans Biblissima ou ailleurs. Je donne un exemple très très simple. Si j'ai une balise LG qui veut dire groupe de vers dans un fichier TI, je peux facilement en déduire que ce texte possède au moins une partie de type poésie-poème. Oui, mais tu ne sauras pas que c'est un sonnet. Voilà. Dans ce cas-là, il y a la deuxième partie, c'est justement réutiliser l'attribut type qui serait utilisé à l'intérieur, pourquoi pas, d'un LG. C'est-à-dire, si un LG type égale sonnet, alors c'est bon, quoi. Voilà, alors effectivement, c'est la question qu'on s'était posée pour les divs, hein, et puis parce que les divs, s'il y a des genres pour un recueil de poésie où il y a des sonnets et puis d'autres choses, à ce moment-là, effectivement, on peut récupérer toutes ces informations-là. Mais ce qu'on recommande, c'est 9 descripteurs. On n'est pas obligé d'en mettre 9, hein, mais il faudrait au moins 3. Et puis, on peut aller jusqu'à 9. Au-delà, ça devient quand même difficilement gérable, avec des degrés de finesse qui sont effectivement différents, suivant ce qu'on veut faire. Mais ce qu'on voudrait, c'est que les personnes, les chercheurs qui veulent chercher dans une base celles qui contiennent non seulement de la poésie mais des sonnets, puissent le trouver, parce que c'est quand même un genre majeur à l'intérieur des genres poétiques. Voilà. Mais on pourrait déjà passer ce que tu suggères, de reconnaissance automatique de genre, dans la mesure où ils ont déjà été balisés dans le texte. Mais ça n'est pas toujours le cas. Même nous, on l'a pas fait au début. Oui, Micha? Oui, donc c'est pour poursuivre la conversation avec Marie-Luce sur cette question, effectivement. Est-ce qu'on fabrique des doublons ou bien est-ce qu'on fusionne? Et donc là, c'est un cas extrêmement intéressant, puisque moi, j'ai eu conscience, en fait, que pour un certain nombre des branches de mon thésaurus, j'empiétais
je me mettais en fait chez quelqu'un d'autre, puisque je me suis dit les catégories, bon, c'est celles dont j'ai besoin moi dans le contexte de la Grèce antique, mais forcément en plus comme j'utilise des traductions et que donc je me retrouve avec contrat, etc. Là, à ce moment-là, comment faut-il définir le contrat? Est-ce que je prends une définition dans un dictionnaire de référence français, d'où le pointage vers le TLFI? Sinon, effectivement, je peux me mettre aussi, parce que c'était aussi l'idée, à donner des définitions à partir, en fait, du point d'origine d'entrée, c'est-à-dire du grec ancien. Et alors là, c'est des partis pris à discuter, je pense, extrêmement intéressants dans Biblissima, parce qu'effectivement, où mettons les frontières, où est-ce qu'on met les moyens de fusionner, à la fois sur le plan technique, avec l'histoire des handles et des arcs, à mon avis, ne sont pas à la dimension la plus insurmontable, mais surtout, effectivement, comment est-ce qu'on fait, on couvre un domaine tout en gardant, en fait, la spécialisation. Oui, ce qui peut être intéressant dans le fait de garder justement, d'aligner les deux identifiants, c'est que l'identifiant dans ton thésaurus peut être plus spécifique, enfin renvoyer à une définition de contrat, par exemple, qui soit plus spécifique à ton corpus. Voilà. Du coup, ça serait pas doublon, ça serait après l'usager, il regarde ce qui correspond le mieux à son corpus à lui. Mais surtout, ce serait selon qu'on regarde la chose en grec ancien, en grec moderne ou en latin, on aurait à chaque fois une définition diversifiée qui correspondrait au contexte culturel historique dans lequel se situe la définition. Et là, on commence à... Ouais, je vois pas d'autre solution que de faire des renvois au thésaurus d'autrui. Voilà. Une fusion me paraît impossible. Mais c'est très intéressant de discuter pour nos doublons, sur nos doublons, justement. Exactement. Ça, on peut faire une réunion doublon. Volontiers. À bientôt. Faux doublon. Oui, Anne-Marie? Moi, j'avais une question différente qui était plutôt pour Stéphane. Stéphane, il me semble, mais peut-être j'ai mal compris, qu'à un moment, tu as dit que l'ambition, c'était d'avoir dans le laboratoire de texte… J'ai un problème de connexion, je t'entends très mal. Je vais me rapprocher peut-être. Non, mais c'est possible que ça soit… Ouais. Il me semble que tu as dit à un moment que l'ambition était d'avoir un environnement commun. Donc, si j'ai bien compris, c'est un environnement générique auquel tu penses pour toutes les typologies textuelles, une espèce d'environnement croupion qui serait commun à tous et puis qu'ensuite on pourrait customiser? Ou est-ce que l'idée, c'est d'avoir un environnement commun par type de source? Et là, on se rapproche un petit peu de la typologie textuelle. Quelle est l'ambition, en fait? L'ambition, en fait, elle n'est pas complètement définie aujourd'hui. On ne sait pas jusqu'où on va pouvoir aller. Mais en tout cas, en point de départ, ce serait quand même intéressant d'essayer de définir quelque chose qui serait commun à tous. C'est-à-dire que je pense que quand on travaille sur des textes, on a souvent une transcription avec un apparat critique, avec des annotations, etc. C'est des choses qu'on va peut-être avoir de façon systématique. Et si déjà on pouvait définir un noyau commun à tout le monde, ce serait déjà une bonne étape de travail. Après, je ne sais pas jusqu'où on pourra réussir à aller. Mais en tout cas, si on est capable d'avoir ce noyau de base et qu'à côté, on ait réfléchi sur la typologie de nos sources, on devrait pouvoir proposer aux chercheurs un environnement de travail généré de façon automatique ou semi-automatique pour qu'ils puissent saisir ensuite ces sources dans le laboratoire. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple ? En fait,
L'idée de départ, c'est aujourd'hui, en tant que chercheur, quand on travaille sur des éditions de texte, on est souvent dans un carcan vraiment imposé par nos spécialités, c'est-à-dire si on travaille sur des sources diplomatiques, des sources, je sais pas, enfin, différents types de sources, on va avoir des choses vraiment très très fermées qu'on doit respecter parce qu'on est dans une édition papier et qu'on ne doit pas sortir de ça. Dans le laboratoire, on va avoir beaucoup plus de souplesse et on va pouvoir se permettre des choses qu'on ne peut pas se permettre dans l'édition papier. On revient à cette notion de définition floue dont tu as parlé ce matin. Je pense qu'en fait, le chercheur, tant qu'il est dans sa phase d'analyse, où justement sa typologie de source n'est peut-être pas encore si claire que ça. Tout à l'heure, j'ai présenté le cas du projet Nord-Écrit, sur lesquels des chercheurs ont travaillé sur des sources qui vont rarement jusqu'à la publication papier. Donc, ils ont un matériel sur lequel on va s'interroger. Donc, on va essayer de définir, et ce laboratoire, en fait, il est tout à fait bienvenu pour ce genre de choses, cette réflexion avant une éventuelle publication dans un deuxième temps. Donc, si on arrive à avoir pour le chercheur un environnement acceptable sur lequel il peut travailler et qu'il peut faire ensuite évoluer pour le guider vers le type d'édition qui va lui convenir, soit édition numérique, soit édition papier, soit autre chose, ça serait déjà un premier pas. Mais en fait, je pense que la question que tu poses, elle est vraiment au cœur de notre problématique au départ de l'élaboration du cluster 5B, c'est-à-dire à quelle échelle, jusqu'à quel niveau on va pouvoir se mettre. Est-ce qu'on va être capable de faire quelque chose de commun à tous, à seulement certains qui vont pouvoir travailler ensemble, ou est-ce qu'on va être obligé de conserver des choses vraiment très, très personnalisées, même au niveau du laboratoire? Tout à l'heure, j'ai présenté rapidement les différents environnements développés par le pôle document numérique pour la description de catalogues et d'inventaire de bibliothèques, pour la description de sources diplomatiques, pour la description d'encyclopédies. Peut-être qu'on n'arrivera pas à aller... on sera peut-être obligé de garder ces grandes subdivisions-là, mais peut-être qu'on va se rendre compte aussi que finalement, certes, des chartes, ça respecte une façon de diviser le texte bien définie, mais malgré tout, ça reste quand même des textes que l'on annote, que l'on enrichit, qui ont un appareil critique, etc. Donc, il y a quand même... On voit toujours les différences, mais il y a quand même un grand nombre de points communs entre nos sources textuelles. Et on le voit tout à l'heure, le dialogue entre Michel et puis Marilus concernant l'épigraphie et les passerelles qu'il y a entre les deux. En fait, au début, les deux clusters ont été séparés, mais il y a peut-être beaucoup plus de points communs qu'on aurait pu imaginer au départ. Et je pense que c'est dans cette voie-là qu'il faut essayer de réfléchir, en fait. Stéphanie, il y a aussi une question sur le chat de Fabienne Paquet pour vous. Alors, il faut que je... Alors, bonjour Stéphane. Alors, effectivement, ça peut être un risque. Par contre, je pense que malgré tout, ça va contraindre le chercheur à interroger sa source sous des angles qu'il n'a pas forcément l'habitude d'aborder. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à dire qu'on a trop cloisonné certaines disciplines. Et justement, Fabien, lors d'une présentation que tu as fait au CRAM récemment, tu parlais de la recherche en Angleterre sur la typologie des sources historiques. Et c'est vrai qu'il y a une vraie démarche autour de ça, où on a tendance à vouloir décloisonner. Par exemple, on distinguait jusqu'à présent annales, chroniques, différents types de textes historiques qui avaient tendance à vraiment fermer la recherche dans des cases. Et c'est vrai qu'il faut arriver à sortir de ça. Donc,
je pense que la typologie des sources, ça va nous forcer à vraiment essayer de caractériser nos sources, mais derrière, il faut que le laboratoire ne soit pas figé sur ça. Je ne sais pas comment je pourrais expliquer ça. Je pense que la typologie, elle peut nous aider à définir un environnement un laboratoire, enfin, définir l'environnement nécessaire au chercheur pour faire son travail, mais cela ne doit pas l'enfermer dans un modèle, comment dire, très proche de ce qu'on va avoir sur une édition, en fait. Je ne sais pas si je suis très clair. Si, si. Georges? Ouais, j'aimerais juste rebondir sur ce que vient de dire Sébastien, concernant notamment, on va dire, texte papier et puis graphie. Je partage avec vous une expérience très récente. Un doctorant qui, pour faire simple, était en linguistique historique, qui s'intéressait aux premières tribus nordiques qui sont venues envahir, entre parenthèses, le centre-est de l'Angleterre, un sujet qui est déjà fortement étudié, et il voulait avoir des traces. Il voulait étudier des traces de l'évolution de la langue par rapport à la relation entre ces deux peuples. On en est rapidement venu à la conclusion que finalement, s'il ne s'intéressait qu'aux sources textuelles papier, il n'aurait pas l'ensemble de son sujet traité, qu'il fallait forcément qu'il s'intéresse aussi en même temps à tout ce qui est d'ordre source épigraphique. Tout ça pour dire que la typologie permet de, il me semble, pouvoir étudier donc les formes des documents notamment, les genres, de préciser ces formes par rapport à la manière dont elles jouent avec les paroles écrites, mais que la thématique, le thème, c'est aussi quelque chose qui peut plus facilement rassembler les gens, peu importe d'où ils viennent en fait. Et dans les vocabulaires contrôlés, les thématiques, c'est quelque chose qui est très structurant pour autant. On peut avoir deux laboratoires qui travaillent sur des sources complètement différentes, mais qui ont le même thème. Parler du même thème, c'est peut-être plus simple pour rassembler les gens que de se contenter des typologies afin de trouver l'information lorsqu'on est sur un moteur de recherche, etc. Est-ce qu'il y a des autres questions? Sinon, je pense que nous pouvons finir. Alors, je peux peut-être juste compléter. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai voulu aller assez vite dans la présentation, vu le temps qu'on en avait. Donc, une des problématiques, par exemple, qu'on a au pôle document numérique à Caen, j'ai présenté tout à l'heure qu'il y avait plus d'une soixantaine de projets, soit en cours, soit déjà faits en l'espace de 12 ans. Donc, en fait, on voit l'énorme demande de la communauté scientifique sur tout ce qui est numérique, mais ça pose quand même un souci qui a été un petit peu déjà évoqué ce matin, c'est-à-dire qu'on travaille souvent sur des financements nationaux et régionaux qui sont très limités dans le temps, et donc souvent, lorsque ces projets sont montés, ils conçoivent un financement sur cette période, mais tout ce qui est maintenance des réalisations, des projets, une fois que le financement est fini, pose quand même un certain nombre de difficultés. Je donnerai un exemple qui s'est présenté au pôle au début de cette année 2022. L'université a signalé une faille de sécurité dans du JavaScript et je ne sais plus quel autre langage qui pouvait poser un problème d'intrusion sur les serveurs de l'université. Et en fait, ce type de langage était présent dans des réalisations anciennes qui ne sont aujourd'hui simplement maintenues, mais pour lesquelles on n'a pas forcément de financement pour cela. Et en fait, l'équipe a été mobilisée pendant plusieurs semaines, je dirais même quasiment 2 mois, pour résoudre ces problèmes-là, afin de basculer d'un système JavaScript qui posait problème vers autre chose. Alors, je ne sais plus si c'est du JavaScript, je vais peut-être dire des bêtises. Il y a des personnes qui sont à cette réunion qui vont peut-être pouvoir me corriger sur le problème exact. Mais en fait,
si on n'est pas en mesure, à un moment donné, de produire des laboratoires suffisamment communs et facilement maintenables, je pense qu'on va vite arriver à des problèmes de ce genre-là, c'est-à-dire qu'on va avoir de nombreux laboratoires de texte, tous spécifiques, et qui vont être extrêmement difficiles à maintenir. Je pense que c'est des problèmes qu'il faut bien avoir en tête. Je pense que ce matin, Claudia a évoqué ce problème-là sur des projets qu'ils ont eus qui auraient pu être complètement abandonnés et ne plus être utilisés à cause de ça. Et je pense qu'on peut avoir ce genre de problème. Les équipes du pôle sont limitées en nombre de personnes. Si à chaque fois qu'on a un nouveau projet, c'est forcément un nouveau laboratoire de texte, je pense que ça ne marchera pas à long terme. Ça marchera quelques années, mais au bout d'un moment, on va avoir un problème de ressources pour arriver à maintenir et à poursuivre ce genre de développement.